Merci d'être avec nous. Bah, de rien. C'est cool de te revoir. Ouais, ça fait un bout, hein. Ça fait déjà presque 2 ans. Ouais. Un petit moment, il s'en est passé là. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Tout va vite. Donc, alors il y a Pierre qui est avec nous. Pierre, partie du collectif. Voilà, il travaille avec moi. Donc, on a un autre collaborateur qui est spécialisé dans la communication et le digital habituellement, mais qui n'était pas dispo aujourd'hui. Donc le digital en ce moment, en plus, c'est d'actualité avec tout ce qui se passe. On communique beaucoup par les réseaux. Et puis, l'idée, c'est d'écouter, de t'écouter sur ton parcours, sur ce que tu fais, et puis si tu as dû adapter des choses avec le confinement ou pas, mais rien que ton parcours et ce que tu as fait jusque-là, ça va intéresser du monde, je pense. Donc, je sais pas si ça m'a intéressé du monde, mais en tout cas, c'est un peu spécial, effectivement. C'est un drôle de déroulement, on va dire. Ouais, tu as un bon parcours sympa. Nous, on crée un collectif de clubs pour les soutenir dans leur développement, et puis c'est vraiment à disposition c'est des clubs amateurs uniquement. Et donc l'idée de ces échanges-là, c'est de faire profiter aussi de connaissances. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Et donc on fait venir de temps en temps des personnes comme toi, comme Johan Damé, tu connais bien, et puis d'autres un peu plus connus, voilà, pour donner des pistes de 3 billes, et puis montrer aussi c'est une bonne idée. Aux éducateurs et puis à tout le monde que voilà, il y en a qui réussissent, c'est accessible. Ouais. Faut travailler, c'est accessible. C'est ça, faut travailler. On te laisse te présenter, Yannick ? Ouais, donc moi c'est Yannick Girard, je viens de France. Je suis préparateur physique pour l'équipe nationale Canada, pour les équipes masculines. Alors je vais revenir un peu là-dessus après parce que c'est pas vraiment préparateur physique, c'est un peu spécifique. Mon cursus, je sors de STAPS à Reims. Donc je me suis pas spécialisé en éducation sportive ni en entraînement sportif. Je suis allé dans le management du sport, suivi d'une maîtrise management du sport, et puis là j'ai tout arrêté pendant 5 ans pour des raisons personnelles. Je suis allé complètement ailleurs, j'ai déménagé dans le sud de la France. Et puis un beau jour, je suis allé voir la SCAN volleyball féminin qui éclatait tout le monde à l'époque là, avec en Coupe d'Europe et en championnat français. Puis il y avait un gars à l'échauffement du match, qui se prenait plein de ballons dans la face. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? C'était bizarre. Et en fait, c'était préparateur physique. Et après, il prend les filles en main et puis il commence à faire des exercices. Je dis, c'est quand même intéressant parce que même si c'est un boulot qui a l'air bizarre au départ, et il se retrouve dans une situation de sport professionnel avec des joueuses, c'était les meilleures joueuses du monde qu'il y avait à l'époque à la SCAN. Je dis, ça va être intéressant, je vais regarder le cursus qu'il faut pour faire préparateur physique et puis qu'est-ce que ça demande, quoi. Et à l'époque, j'habitais à Antibes, donc je suis allé à Nice voir le GC Nice, et puis il y avait Nicolas Dion à l'époque, le préparateur physique d'Antonetti, qui lui m'a ouvert les portes pendant 24 heures et puis il m'a fait découvrir le métier de préparateur physique. Il m'a dit, regarde, il y a un diplôme européen qui se fait à Lyon, le DUEPP. C'est un diplôme formateur sur 1 an, c'est pas comme des cours, c'est des semaines ou des 10 jours dans différentes villes. Et puis, donc je me suis informé là-dessus, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était vraiment très, très pratico-pratique, tu vois. Tu rencontrais vraiment les gens qui étaient dans le milieu. Donc à Lyon, tu avais le préparateur de l'OL. Quand on allait à la Juve, on avait le préparateur de la Juventus, le préparateur de l'Italie qui venait, ainsi de suite. Donc j'ai fait cette formation sur 1 an et demi, il me semble, avec des voyages à Bruxelles, Lausanne, Lyon. Il y en avait d'autres, je ne sais plus trop. En Allemagne aussi. Donc on allait un peu partout en Europe faire des séminaires. Et pour finaliser le diplôme, en fait, il fallait faire un stage en milieu professionnel, mais dans très haut niveau, on va dire. Donc minimum Ligue 2, Ligue 1. Ce que moi, forcément, je ne pouvais pas trouver parce que j'étais pas dans le milieu à l'époque, j'étais complètement sorti de ça. Donc j'ai fait des demandes en Afrique, j'ai fait des demandes en Angleterre. L'Afrique, ça a failli se concrétiser. Et puis une semaine avant, comme souvent en Afrique, il y a toujours quelque chose qui se passe au dernier moment. Donc c'est assez annulé. Puis j'ai trouvé un contact avec Montréal. C'était pas vraiment un club professionnel, mais moi je me suis dit que là-bas ils seront pas de toute façon à Lyon. Et en fait c'était un club amateur, mais tu sais comment ils sont les clubs amateurs ici, c'est 2000 adhérents. Donc en fait j'avais la clientèle pour pouvoir
créer ce que je voulais un petit peu. Donc, j'ai comme créé un sport-études, un centre de formation, on va dire, dans un club amateur, en fait. Donc, l'idée était de partir là-dessus. Et en fait, ce qui ne s'est pas fait du tout, parce que les dirigeants m'ont donné les équipes principales, les équipes 3, ils appellent ça. Et donc, je gérais plus 4 équipes, mais en fait, dans le même moment, ils avaient signé 2 directeurs techniques qui étaient des joueurs de l'équipe pro de l'Impact de Montréal. Donc, ça s'est fait quasiment dans la même semaine. Donc, je suis arrivé là-bas et je me suis retrouvé avec 2 joueurs de l'équipe pro de l'Impact de Montréal, dont un qui était blessé, qui venait de se faire opérer des abdominaux, il venait de se faire mettre une plaque abdominale. Et lui m'a dit, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour me rééduquer, me réathlétiser. Donc, en fait, mon stage est devenu ce gars-là, en fait. J'ai complètement changé le stage et je me suis servi de lui pendant 4 mois, entre guillemets, pour faire mon contenu stage et mon rapport. Et c'est ça, je suis rentré à Lyon, j'ai proposé mon rapport de stage, j'ai fait la présentation. Ils ont bien aimé, j'ai eu mon diplôme. Et puis, entre-temps, j'avais analysé un peu le milieu à Montréal, au Québec. Puis, il n'y avait rien, quoi, en termes de préparateur physique. Donc, j'ai tout balancé en l'air en France, j'ai tout lâché. Et puis, j'ai déménagé à Montréal sur 1 an avec un PVT, programme vacances-travail. Et je ne suis jamais reparti, en fait. Ça a été très vite. J'ai eu la chance de côtoyer, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, tu vois. Donc, rapidement, je suis rentré dans le club de l'Impact de Montréal parce que je connaissais des joueurs. Et vu qu'il n'y avait pas de préparation physique, il y avait un Français à l'époque, je me souviens, Cédric Jocbiel. Donc, lui, il m'avait engagé en tant que préparateur individuel. Puis après, il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième. J'avais quasiment 5-6 joueurs de l'Impact que je coachais à l'extérieur dans l'entraînement. Et puis, le milieu, il est quand même assez petit au Québec, donc tout le monde se connaît rapidement. Et là, c'est là qu'il y a eu des contrats qui sont proposés rapidement, des sports-études le matin, le Centre national de haute performance, le club de Celtics, le club d'Anjou. Donc, au fur et à mesure, au bout de 2 ans, je travaillais pour 6 activités en même temps. Donc, je voyageais toute la journée de terrain en terrain. Et puis, en 2011, l'Impact a voulu créer son académie avec Philippe Olafroy, qui est un Français aussi, de l'Estac. Et donc, Philippe m'a contacté, et puis il a voulu se faire un staff quand même assez européen, on va dire. Donc, un préparateur mental de Montpellier, un entraîneur de Toulon, moi, lui, et puis un gars de Québec, par contre, un Italo-Québécois. Et puis, on a dit, on va créer l'académie. L'académie de la même façon qu'il y a les centres de formation en France, quoi. Donc, 2011, on crée l'académie, on récupère 120 joueurs, je crois. Et puis, c'est parti pour une aventure super intéressante avec tout à faire. Et on partait de zéro, ça n'existait quasiment pas en Amérique du Nord. Les MLS n'avaient peut-être pas encore créé toutes les académies, pas tous en tout cas. Et puis, c'est le début de l'aventure avec l'Impact de Montréal. Et puis, ce qui se passe, c'est que tout va bien avec moi, là. Je fais mon travail, on a du succès avec nos équipes, elles commencent à finir dans les top 5 nationaux, donc américains et canadiens. Et puis en fin 2015, le staff change en MLS. Donc le club était rentré en MLS en 2012, 3 premières années un peu difficiles, pas de qualification en play-off. 2015, même chose, ça va mal, il vire le coach 5-6 matchs avant la fin. L'entraîneur assistant, Mauro Biello, qui est un gars du club, là, il prend le groupe et puis il réussit à se qualifier quand même pour les playoffs. Ils font une bonne fin de saison. Entre-temps, ils avaient signé Didier Drogba à ce moment-là, donc c'est lui qui avait aidé à se qualifier pour les playoffs. Et puis, il décide de changer le préparateur physique à la fin de l'année. Donc, il contacte moi, il contacte un des entraîneurs de l'académie aussi, Wilfried Nancy, là, un Français. Et en fait, on se retrouve à avoir quasiment le staff de l'académie qui est monté avec les pros. Et puis, on met les choses en place de la même façon qu'on avait créé avec l'académie, en fait. Et donc, 2016, c'est ça, première saison en MLS. Excellente saison, je pense que c'est la meilleure saison qu'ils aient jamais eue à Montréal. On va jusqu'en finale conférence Est avec une finale qui a été élue comme la plus typique de toutes les finales. Ça finit score total, je crois que c'est 8-8, 8-7. On gagne 3-2 au match aller.
Ouais, il gagne 3-2 au match aller. Il gagne 3-0 à la mi-temps au stade olympique, 62 000 personnes. Ils marquent 2 buts vers la fin. On va chez eux la semaine d'après. On marque le premier but. Ils marquent, on remarque, ils marquent. Puis là, ça part dans tous les sens et ils gagnent 5-2 dans les prolongations. Donc, une finale incroyable, dure à avaler, mais quand on prend du recul, c'était juste exceptionnel. Et tu as été combien de temps, du coup, sur l'équipe pro? Et du coup, j'ai été 2 ans. La deuxième année, on recommence avec un président qui nous demande de faire mieux que l'année dernière. Donc, difficile, parce que mieux, il fallait juste gagner la Ligue dans ce cas-là. Et donc, saison beaucoup plus difficile. On perd Didier Drogba, on perd pas mal de joueurs. Tout change et puis on a moins la confiance des présidents, on va dire. Et du coup, fin 2007, on est tous à la porte. Et là, c'est l'équipe de Rémi Garde qui vient de Lyon avec Joël Batz et Robert Duverne. Ouais, avec tout son staff. Tout le staff vient, ouais. Tout le staff vient, donc tout le staff qui était en place s'en va, quasiment. Ouais, sauf un. C'est ça, 2017 donc fini. 2018, je suis tout seul. Donc j'ouvre ma compagnie de préparation physique et de consulting. C'est là qu'on s'est rencontrés, je pense, à ce moment-là. Ouais, exactement. Et puis rapidement, 2 mois après, il y a Canada qui m'appelle pour aller faire le tournoi, le Festival international de Toulon. Donc pour la première fois, ils font ce tournoi-là. Le responsable du programme, c'est l'ancien responsable des filles Canada. Donc, qui a fait les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et tout. Donc, lui, il avait pris la gestion des côtés masculins à ce moment-là. Et puis, il veut se créer un staff pour avoir l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Ou en tout cas 2026, parce que ça va être chez nous. Et c'est ça, il me fait venir un peu comme un test. En fait, je l'ai su à la fin que c'était un peu un test. Donc, il me fait faire le festival international et puis on fait un super festival. On perd en quart de finale contre la France. Quart de finale contre la France. On fait un super match contre le Japon qui était un des favoris. On tient tête au Portugal qui avait gagné l'année d'avant, je crois. Donc, superbe expérience. Moi, je retourne chez moi pour faire mes affaires. Et puis, rapidement, on me rappelle pour me demander si ça m'intéresse de prendre les équipes masculines, en fait, à temps plein. Donc, 1er septembre. D'embauche, en fait. Ouais, après, ce qui s'est passé, c'est que l'entraîneur que j'avais à l'Impact, Mauro Biello, avait été pris comme assistant au Canada. Donc, c'est lui qui a dit à John Herman, le chef, il dit, regarde, c'est un préparateur physique, contacte ce gars-là, il est libre et puis il est bon. Donc, ouais, c'était un test. Et puis ça a réussi. Donc, c'est ça, depuis 1er septembre 2018, là, je suis à temps plein avec Canada en tant que... Tout à l'heure, j'ai dit préparateur physique pour faire ça, mais c'est un peu plus compliqué. C'est sport scientist, responsable de la performance physique. Le titre, c'est physical performance coach, mais il y a un peu de tout là-dedans, on va dire. Et tu es plus du coup sur du management, là, peut-être? Ouais, c'est... T'as une équipe avec toi? Non, j'ai un boss qui s'occupe des filles, lui. En fait, on est deux à faire le même travail. Donc, lui, il s'occupe des féminines, moi, je m'occupe des masculins. Mais le boulot, en fait, il est complètement différent que ce que tu peux faire en club. C'est pas le même travail du tout. Donc, c'est ce qu'on se posait comme question, le préparateur physique en sélection nationale. Du coup, tu n'as pas les joueurs tout le temps. Oui, et puis encore moins au Canada. C'est pas comme en France où les joueurs peuvent revenir en camp assez rapidement parce que c'est 1 heure de vol ou 2 heures de vol. Nous, la majorité des joueurs sont en Europe. On a Étoile Rouge de Belgrade, Besiktas, Rangers. Donc, les gars, c'est 7 heures de vol, 6 heures de décalage. Donc, quand ils arrivent, c'est des légumes. Ouais. La gestion est complètement différente. C'est pour ça que préparateur physique, ça me plaît pas trop comme nom parce que on prépare rien du tout. On fait venir des joueurs qui sont au top de leur forme. Donc, mon travail en amont, c'est ça, c'est de faire le suivi des joueurs avec eux et avec les clubs. Il faut être sûr qu'on sélectionne les joueurs qui sont déjà au top de leur forme. Et après, c'est plus de la gestion, effectivement. Un joueur qui arrive, notre gardien de but qui est l'Étoile Rouge de Belgrade, quand il arrive, il est mort, quoi, parce qu'ils ont des saisons super difficiles avec la Coupe d'Europe. Il a un voyage qui est super long avec 2-3 escales. Et puis, il a 8 heures de décalage, je crois.
Donc les 48 premières heures, le gars, je le vois à 4 heures du matin, je le vois se réveiller, il est en train de se promener dans l'hôtel, quoi. Tu gères comment avec les clubs? Tu parles des fois au préparateur physique des clubs ou pas du tout? C'est vraiment quand le joueur arrive ou il y a une gestion au quotidien avec le joueur quand il est au club. Comment tu gères ça quand tu as des joueurs qui sont quand même super loin? Comme tu as dit, le boulot il doit être complètement différent que dans un club. Ouais, complètement différent. Puis c'est une bonne question. Avec les seniors, parce que je m'occupe des seniors, mais j'ai les U23, les U20, les U17 et les U15 aussi. Donc les plus jeunes, c'est un peu différent, mais avec les seniors, on a un suivi continu. On a un système de tracking où je sais toutes les minutes qu'ils jouent à chaque semaine. On essaie de savoir s'ils s'entraînent. Quand il y a le moindre petit pépin physique, on a un rapport. Donc oui, il y a une grosse communication avec les clubs, sachant que les clubs, eux, ils n'ont pas le temps de répondre à tout le monde. Je prends le Bayern de Munich, on a un joueur au Bayern, Alphonso Davies. Eux, c'est que des internationaux. Donc, pour eux, c'est difficile de répondre à 14 nations en même temps parce qu'ils sont en train de préparer des matchs internationaux. Donc, oui, on demande, mais on passe aussi par le joueur pour avoir plus d'informations. Mais effectivement, nous, on commence 6 semaines avant, là, on rentre vraiment en contact avec les joueurs. Donc, 6 semaines avant un camp, là, on commence à rentrer en contact fréquemment avec les joueurs, 2-3 fois semaine. Une fois semaine avec les clubs, on essaie de récupérer les datas. Alors, problème parce que ce n'est pas toujours les mêmes GPS, ils n'ont pas toujours les mêmes données. Mais on récupère les datas, puis on les collecte et on essaie de faire le suivi individuel des joueurs. Donc, pas évident, suivant les clubs que tu as. Quand tu as Glasgow Rangers, qui est super professionnel, ce n'est pas un problème. Quand tu as un joueur qui est en deuxième division allemande, ça devient délicat. Ok. Tu parlais aussi, donc je pense que si la préparation elle doit être différente, comme tu as dit, tu t'occupais des 15 ans, 17 ans, après des U23 et après même des seniors, je pense que le corps est complètement différent. Même ça doit être compliqué à gérer. Enfin, pas compliqué, mais complètement différent. C'est complètement différent. Encore une fois, on essaie d'avoir le maximum de contact avec les clubs parce que c'est eux qui ont le plus d'informations sur les joueurs. Donc, on a la chance, entre guillemets, au Canada, on n'a que 3 clubs formateurs, Toronto, Vancouver et Montréal. Donc, la majorité des joueurs U15, U17, par exemple, sortent de ces clubs-là. Ils sont dans les académies. Okay. Donc, je prends l'exemple, on a fait la Coupe du Monde l'année dernière en octobre au Brésil. Sur 23 joueurs, on en avait 21 de ces 3 clubs. Il y en avait un en Orlando, je crois, et puis un en Europe. Et c'est tout. Sur des U17. Donc là, le contact avec les prépas physiques de chaque académie est super important. Et on essaye en même temps de faire le suivi, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler de la même façon avec les gars de Vancouver qu'avec les gars de Montréal, avec les gars de Toronto. Ah, ok. Donc, moi, j'essaie de leur demander, par exemple, les programmes de préhab, de prévention, d'activation, ainsi de suite, de musculation. Ils me les envoient et je fais le continu. On a pris la volonté de faire un suivi du club plutôt que faire tout par rapport à notre philosophie. Au niveau physique, je parle. Parce qu'ils nous plaisent plus. Qu'est-ce qui change entre un joueur 15 ans et, par exemple, Alphonso Davies? Qu'est-ce qui va changer entre la gestion de ce même joueur, du joueur, un joueur quand même professionnel et un joueur de 15 ans? On a la chance, parce qu'ils passent de l'académie, ils sont déjà pas mal pros en 15. Non. On a eu l'exemple l'année dernière, le CONCACAF, c'est ce qui correspond à l'Euro là, chez vous. CONCACAF U15 l'année dernière, on a fini en demi-finale et les gamins étaient super professionnels. Donc c'est juste au niveau de la morphologie, ainsi de suite, mais comme je t'ai dit, on n'a pas le temps de faire du développement physique en équipe nationale. C'est de l'entretien et c'est même plus que de l'entretien, c'est de la régénération la plupart du temps. Okay. Parce qu'ils ont un volume de matchs et d'entraînement qui est tellement important dans leur club que quand ils viennent avec nous, souvent ils sont morts, ils sont brûlés, surtout chez les jeunes parce que c'est en plein milieu de leur saison la plupart du temps. Et les seniors, c'est encore plus différent parce qu'on a des gars qui sont à MLS sur une saison qui part de mars à octobre, puis les gars qui viennent d'Europe sur des saisons qui font de août à juillet à mai. Donc, c'est pas du tout sur les mêmes schedules, les mêmes calendriers. Donc, on ne fait pas de développement. Donc, du coup, l'aspect développement des qualités physiques individuelles n'existe pas vraiment.
C'est pas comme en club où tu es focusé là-dessus. C'est pas mon job. Je m'en suis rendu compte. Au début, je voulais faire ça. Je me suis vite rendu compte que c'était impossible parce que j'avais pas assez de données et d'informations sur chaque joueur. Et quand tu dis les U15 sont déjà professionnels, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, ils ont une rigueur. Ouais. Et ça tu juges, tu le compares à d'autres pays, par exemple à la France ou à l'Europe, ils sont au niveau préparation, rigueur, ils sont plus en avance là-dessus. Là, c'est plus culturel, je pense. Moi, je t'avoue qu'au niveau de la France, j'ai pas trop traîné dans les clubs professionnels, au niveau des académies en tout cas. Je suis plus allé voir les pros. Mais d'après ce que j'ai entendu, d'après les discussions que j'ai avec mes confrères français, effectivement, au niveau des académies, c'est plus difficile, on va dire, en termes de gestion hors terrain, donc préparation invisible, tout ça. Amérique du Nord, la culture, elle est quand même, ils aiment ça. Ils sont demandeurs. Donc, et puis, ils sentent qu'il y a moyen de faire quelque chose. S'ils sont dans ces académies-là, dans les 3 académies canadiennes, ils ont quand même de fortes chances de devenir professionnels. En France, veux pas, dans un centre de formation, il y en a combien qui sortent? Pas énormément, tu vois. Donc, il y en a qui y sont, mais ils veulent se faire plaisir. Ils sont contents parce qu'ils ont le logo, ils font un peu les beaux. Donc, c'est plus un côté esthétique et se faire parler de lui. Ici, franchement, ils ont tous l'impression qu'ils peuvent réussir. Ouais, quand tu y es, tu te prépares déjà à arriver au bout. Ouais, et puis alors, quand tu es appelé par Canada en plus, tu dis, bon, là, on y est, on est déjà professionnel. Et effectivement, moi, j'ai eu les U15 et les U17 l'année dernière. J'ai eu tout le monde en fait l'année dernière, donc je peux faire comparatif. Mais au coup du monde U17 avec les gars que j'ai eus, c'était incroyable. Ma grande majorité de travail se fait en dehors du terrain, moi, parce que je suis tout seul à gérer les joueurs. Et c'était super facile parce que j'ai pas besoin de courir après tout le monde pour dire va faire de la récupération, va faire du stretching, va faire des recovery boots, va faire du bain de glace. Les gars, on a préparé ça pendant l'année, oui. Ils ont déjà cette base-là qui est faite en club. Donc moi, j'avais juste à insister, me donner un peu plus nos nouveaux protocoles à nous, qui sont plus personnalisés et plus pointus, pour que les gars ils fassent ça d'eux-mêmes. Tu connais beaucoup plus le Québec et le Canada que moi, mais on le ressent aussi au niveau amateur, non? Oui. Cette culture de la préparation physique. Ouais, nous, ils appellent ça le gym, la salle de musculation. Ouais. Le gym, ici, c'est tout le monde va au gym. Si tu vas pas au gym, t'es pas normal, entre guillemets. Donc, c'est ce que je ressens. C'est facile. Quand donc j'ai fait 4 ans en université aux États-Unis. Ouais. Et c'est la première impression qui m'est parue. Pourtant, je sortais d'un centre de formation en France. Et honnêtement, les gars qui arrivaient, même des freshmen qui arrivaient, c'est voilà, tout de suite à la muscu. Ils prenaient ça très au sérieux. Même, tu vois, tout ce qui est nutritionnel, ils faisaient bien attention de manger ce qu'il fallait parce que ça influençait aussi sur ta performance physique. Et ça, moi, je sortais de centre de formation et j'avais jamais entendu parler de ça, en fait. Mais bon, je m'étais un peu... je lisais un peu et je savais que ça pouvait influencer, mais pas du tout ouvert à ça. Et c'est vrai qu'eux qui sortaient des fois du fin fond de l'Alabama, ils savaient plus ça que moi, tu vois. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi culturel, comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Il y a le culte du corps, ils veulent vraiment être esthétiquement bien, ils veulent se sentir bien. Et puis c'est naturel. Puis tu as pris l'exemple des universités américaines. 3/4 de leur saison, ça se passe en salle de musculation. Les compétitions se font juste l'été, mais l'hiver, c'est muscu. Donc les gars, ils sont déjà pré-programmés. Et comment du coup, au niveau de la préparation physique, la gestion de la préparation physique est un petit peu différente en Amérique du Nord qu'en Europe. Vous parlez de prépa intégrée, où vous êtes quand même plus proche de la culture américaine avec de la préparation peut-être plus traditionnelle. Je vois ce que tu veux dire. Au début, en MLS, moi je me souviens, le premier préparateur physique qu'on avait à l'Impact, c'était un haltérophile. Donc lui, son travail sur le terrain, c'était 5 minutes, il faisait l'échauffement au bord du terrain. Et après, il détruisait les joueurs pendant 3 heures en salle de muscu. Alors, avec les Américains, ça marchait. Le problème, c'est que Montréal, c'est une équipe qui est vraiment multiculturelle, multi-ethnique, multi-tout.
et que des Américains en avaient 3-4 seulement. Donc les Latinos, les Européens, ils ont explosé au bout de 2 mois. Et je me suis rendu compte que quand j'étais avec l'Impact en 2016 en MLS, la majorité des préparateurs physiques n'étaient quasiment pas américains. Donc des gars d'Amérique du Sud, des Européens. Je pense qu'actuellement, il y en a 1, 2, 3 Français, il me semble. New York Red Bulls, c'est sûr. Je pense que Chicago, il y en a un aussi. Et donc là, ils ramènent cette culture-là de la préparation physique qu'on a en Europe. Et en plus, même les entraîneurs, il n'y a pas énormément d'entraîneurs américains. Il y a quand même beaucoup d'entraîneurs étrangers qui font partie de la MLS. Donc qui amènent leur façon de travailler qui correspond un peu plus à la façon européenne. Ouais. Mais tu peux voir que certaines équipes restent là-dedans avec des profils très, très américains, entraîneurs américains, préparateurs physiques américains, et que ça va beaucoup dans le... C'est du jeu de duel, c'est du jeu de ballon long et c'est physique à mort. Ouais. Moi, je vais te parler aussi j'avais regardé un reportage là, sur la préparation physique de l'Olympique Lyonnais. Il utilise énormément, je l'avais déjà vu aux États-Unis, mais la data. Donc, et je pense que ça a quand même beaucoup changé votre job, non? L'arrivée de la data avec beaucoup de chiffres à évaluer. Ouais. Et, je pense que ça a beaucoup changé pour vous. Ouais, moi, tu vois, j'étais pas un fan. J'étais pas un fan au début parce que tout simplement déjà parce que j'étais tout seul préparateur physique avec l'Impact de Montréal. Et j'ai commencé la première saison sans les data, sans les GPS. On m'a obligé à les mettre au bout d'un moment. Et là, ça commençait à être un peu le bordel au sein du club. Parce qu'il faut du monde pour le gérer, parce qu'il faut l'expliquer aux joueurs. Parce que la première chose que les joueurs y pensent, c'est qu'on les police, on les surveille. Donc, celui qui fait moins l'entraînement va moins jouer le week-end. Alors qu'au bout du compte, moi, j'ai eu le problème, par exemple, c'est que le gars qui faisait rien à l'entraînement, il était titulaire à chaque match. Donc, comment tu veux l'expliquer? C'est juste qu'il est meilleur, tout simplement. Donc, il y a toute cette gestion-là à faire. Et la data, effectivement, c'est un bon outil pour nous aider sur notre méthodologie de travail, mais il faut qu'elle soit gérée de façon cohérente. Et c'est drôle parce que j'ai écouté un documentaire sur Sandy Guichard, là, pas un commentaire, mais une interview de Sandy Guichard à Monaco. Donc eux, ils auront 2 data scientists, 2 préparateurs physiques, un réathlétisateur. Donc quand tu as un staff comme ça, c'est parfait. Parce que tu peux expérimenter, tu peux calculer toutes ces choses et individualiser, parce que le but, c'est quand même d'individualiser. Quand tu es tout seul avec un GPS, malheureusement, ça devient compliqué. Et nous, on le fait avec Canada. Moi, je fais du GPS en live à l'entraînement. Et en fait, ce GPS en live me permet de monitorer l'entraînement pour être sûr que je rentre dans les charges suivant chaque exercice. On a des exercices types qu'on suit, mais dès qu'on sort de ces données-là qu'on souhaite, et là, moi, je vais intervenir en micro avec l'entraîneur pour dire là, on est un peu trop, il faut réduire l'intensité, donner plus de récupération, ou l'inverse, ou qu'il y a un joueur qui est à risque parce qu'il a déjà dépassé tous ses datas. Mais ça devient très difficile parce que ça demande un gros staff autour de ça, quoi. Et plus il y a de chiffres et plus il y a de choses à prendre en compte. Ouais. Et même pour l'entraîneur, finalement, alors toi, tu es préparateur physique, mais j'imagine un entraîneur en chef, tout prendre en compte, là, ça remet en cause pas mal de choses, une adaptation. Alors c'est bien, mais... C'est ce que j'allais demander en plus de la question, ta relation avec le coach, un prépa physique, avec le coach, c'est quoi votre relation en fait? Est-ce que, je pense que des fois vous avez des désaccords, mais est-ce que vous avez un but précis à chaque fois? Comment le coach va jouer? Il faudrait qu'il soit préparé de cette manière, ou toi tu as ton mot à dire aussi là-dessus? Effectivement, ça dépend du coach. Tu as des coachs qui vont te dire regarde, fais ton échauffement et puis moi je fais mon travail. Et après, tu peux faire ton travail dans le gym ou à l'extérieur, faire du travail supplémentaire individualisé. Ou alors, tu as des coachs comme Johan que vous avez reçu qui va intégrer tout ça avec son directeur de performance. Donc, tout va être calculé par rapport à ça. Donc, effectivement, toute la préparation physique va être intégrée par le jeu. Donc, il faut que le jeu soit cohérent par rapport à ce qu'on recherche dans la préparation physique. Donc, les données vont permettre d'égaliser ça, de monitorer ça, pour qu'à la fin de la journée, on a ce qu'on recherche. Et si on n'a pas ce qu'on recherche, le lendemain, on peut l'adapter. C'est là l'entraîneur qui va adapter ses exercices. Donc, ça crée différentes façons de travailler. C'est intéressant. Ça devient plus délicat aussi. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut du monde derrière pour calculer tout ça.
moi, avec l'Impact, si je donne mon exemple, j'avais carte blanche pour faire tout ce que je voulais. Et c'était quand même pas mal dissocié du travail technico-tactique. Alors, j'essayais d'intégrer un petit peu quand on faisait des intervalles, par exemple, en endurance. Je me souviens que j'avais dit, au niveau mental, c'était plutôt difficile, ou surtout en fin de saison, ils en avaient un peu marre, puis j'avais une équipe très âgée. Est-ce qu'on peut l'intégrer avec du jeu? On alterne un groupe qui joue, on alterne avec un groupe qui court. Et là, il a commencé à comprendre c'était quoi l'intérêt d'intégrer la préparation physique dans l'entraînement. Finalement, ça vient du préparateur physique qui demande d'intégrer au jeu. C'est particulier. Après, moi, c'est dans ma philosophie. Je suis entraîneur aussi un peu à la base, donc j'aime que le travail se fait par le jeu. Pourquoi? Parce qu'on demande tellement de choses aux joueurs, surtout sur une saison complète dans un club. On est tellement sur leur dos et leur demander des choses difficiles que si on fait de la préparation physique dissociée complètement et qu'on les détruit dans la salle de musculation, on les détruit sur le terrain à courir sans ballon, à un moment donné, tu vas peut-être les perdre. Et encore une fois, ça revient sur la culture du joueur. Un Américain, ça ne va pas le déranger. Un Américain, il a besoin de faire du 30-30 à la fin de l'entraînement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, il faut même comprendre aussi, sans doute, que suivant la culture, tu as peut-être besoin de le faire. Parce que on ne peut pas dissocier aussi l'aspect psychologique de l'aspect physique. Complètement. Et il y a des joueurs, si tu leur mets pas une grosse charge de travail, eh bien, psychologiquement, ils vont pas être bien parce qu'ils vont se dire, mais il me manque quelque chose, en fait, je vais pas arriver bien sur le terrain. Exactement. Et donc, je pense que c'est une chose qu'on a été bon avec l'Impact la première année. Et puis justement, tu vois, on avait un préparateur mental qui nous suivait là-dessus. Je l'avais parlé, c'est pas Antoine Gunner. Antoine Gunner. Attends 2 secondes. Ouais. Excuse-moi. Je vais parler à Antoine. C'est super intéressant. C'est ça, Antoine. Son rôle était d'être préparateur mental, mais il était quasiment plus préparateur mental du staff que des joueurs. Et nous, on travaille très proche ensemble. On était à la Coupe du Monde du 17 ensemble. On l'a invité, Canada l'a invité pour qu'il vienne nous aider. Et justement, c'est ça. Lui, il était capable de nous dire, regarde, dans telle séance, il faut peut-être aller plus dans le ludique, donc rajouter le ballon dans ton travail physique. Dans telle séance, il ne faut pas le faire. Il y a tel joueur qui a besoin de ça, tel joueur qui n'a pas besoin de ça. Et même naturellement, moi, ça fait partie de mon job et c'est là que j'ai aimé ça avec l'Impact de Montréal parce qu'on avait vraiment des joueurs très typiques. On avait les Européens, Didier Drogba, Laurent Simon, des Belges, des internationaux. On avait des Latinos, Argentins qui étaient top niveau aussi, puis des Américains. Et donc, je me suis retrouvé avec quasiment 3 groupes de travail qui étaient complètement différents. Je ne pouvais pas leur demander du tout la même chose. Et cette année-là, on a vraiment répondu aux attentes des joueurs. On était beaucoup dans la discussion avec les joueurs et on répondait individuellement aux joueurs sur leurs besoins. Je pense que c'est ça qui a été une des clés du succès. C'est riche, ça aussi. C'est super. On a été très chanceux d'avoir des joueurs incroyables. Cette année-là, Ambroise Onyogo qui a gagné la Coupe d'Afrique, Didier Drogba, Laurent Simon, international belge, Nacho Piatti qui est une super vedette ici, un Argentin. Et chacun nous ramenait sur leur expérience, c'était super enrichissant. C'est une année incroyable. Comment, pour faire le lien justement avec notre collectif de clubs amateurs, comment tu vois l'accessibilité justement de ce poste de préparateur physique dans les clubs amateurs? Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'accessible? On peut faire des petites choses simples ou la préparation c'est vraiment très pointu et c'est compliqué pour les clubs amateurs? C'est pointu, mais en même temps, c'est accessible. Et puis, c'est là que moi j'ai un problème, et on l'a ici, et je pense qu'en France, vous l'avez aussi, sur les formations d'entraîneurs. La dominante préparateur physique doit être intégrée dans cette formation d'entraîneur. Maintenant, tu ne peux plus être entraîneur sans avoir aucune notion de préparation physique. Parce que tu dois être capable, même si tu as 2-3 séances par semaine, tu dois être capable de créer des charges de travail, savoir quand est-ce que tu fais de la vitesse, quand est-ce que tu fais de l'endurance, quand est-ce que tu fais de la force, et comment tu vas créer tes exercices pour qu'ils rentrent dans telle dominante physique. Je te prends un exemple de 4 contre 4. Tu joues un 4 contre 4, tu peux créer différentes dominantes physiques suivant les variantes que tu vas créer. Et ça, malheureusement, ce n'est pas intégré dans la formation des entraîneurs. Du cas, au Québec. En France, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et ce n'est pas super difficile. Il faut juste avoir des bases et après avoir de l'imagination pour créer tes séances. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que quand tu demandes
un entraîneur, comment il a créé sa séance, il ne va jamais te parler de physique. Il ne va jamais te parler de notion de temps de travail, de temps de récupération. De charge de travail encore moins, malheureusement. Mais alors que c'est pas super compliqué à faire, il faut juste avoir les bases. Et après, une fois que tu l'as en tête, juste avoir, justement, quand tu crées ton exercice technico-tactique, dire, OK, mais si je fais ça, combien de temps ça va me prendre pour faire la répétition, par exemple, et dans quelle dominante physique je rentre? Est-ce que je veux être dans cette dominante physique, oui ou non? Et là, tu vas voir que tu vas prendre l'habitude de changer tes distances de jeu, ton nombre de joueurs, pas de joker, créer des variantes qui font que tu vas rentrer dans les dominantes que tu recherches, en fait. Des choses, pour toi, dans la formation, dans les modules de formation en France ou au Québec, on pourrait facilement intégrer un petit truc sur la préparation. Ben oui, complètement. Juste, moi, je le fais un petit peu par ma compagnie, je fais des présentations, des conférences dans les clubs. Des choses simples, juste comment créer une séance. Ça paraît bête, mais pour un entraîneur, c'est juste ajouter des exercices les uns derrière les autres. Mais comment créer ta séance pour qu'elle soit optimale? C'est-à-dire calculer les temps de travail, calculer les temps de récupération, calculer les distances dans tes exercices. L'ordre de tes exercices va avoir une incidence aussi. Mettre de l'activation ou de la prévention avant. Je sais qu'au Québec, nous, on a des problèmes parce qu'on s'entraîne dans les centres couverts, donc c'est vraiment très spécifique. Le temps, tu as 1h15 sur le terrain et pas plus, mais est-ce qu'avant que le joueur arrive, il peut faire de la prévention? Oui, ça se fait, ça. Mais il faut le mettre en place, il faut comprendre pourquoi tu le fais. Ça, c'est des choses à mettre en place dans un monde amateur. Oui, ça se fait chez les pros, mais ça se fait très facilement dans un monde amateur. Moi, je l'ai fait pendant l'année où j'avais pas de travail, là, en 2018. J'étais appelé par différents clubs amateurs. Juste créer un programme de préventif pour les jeunes. Nous, il y a beaucoup de féminines qui jouent et on sait qu'elles sont sujettes à avoir beaucoup de blessures au niveau des genoux. Programme préventif pour les U13 et les U14, elles ont une saison et il n'y a pas une seule blessure. Tu penses qu'on mesure pas assez l'impact de la préparation physique sur la bonne santé des athlètes? Oui, complètement. Ouais. Vraiment. Après, moi, je prends le côté Québec. Québec, il y a encore du retard, malheureusement. Il y a encore des entraîneurs qui sont peu expérimentés, qui n'ont jamais vécu le soccer, parce qu'ils n'ont jamais joué au soccer simplement. Les futures générations vont commencer à être intéressantes, mais effectivement, dans les clubs, tu as encore beaucoup d'entraîneurs qui ont des responsabilités, qui malheureusement n'ont aucune base là-dessus, et qui fait qu'ils entraînent comme ça vient en fait. Comme ils pensent, oui. Ouais, donc ils vont voir des formations d'entraîneurs, ils regardent l'exercice, puis ils vont le copier le lendemain, sans savoir qu'est-ce que ça impacte. Et tu penses que, par exemple, en France, je te prends l'exemple, mais il n'y a pas de... Alors si, il y a des modules de préparation athlétique, mais si tu les passes pas, tu n'as aucune base. Et tu peux pourtant avoir un CFF 1, 2 ou 3 sans avoir aucune base athlétique. Tu penses que ça peut mettre en danger les joueurs, ça? Dépendamment de l'âge des joueurs, oui. Oui, parce que tu peux donner des mauvaises habitudes. Il faut avoir un suivi du joueur, que ça soit à n'importe quel âge. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux faire des exercices avec involontairement, tu mets de la pliométrie dans tes exercices, donc travail de saut, avec beaucoup de sauts, mais tu fais ça avec des U7, tu vas détruire le gamin. Mais c'est fun parce que je l'ai vu faire avec le U18 ou U19. Tu peux pas faire la même chose. Tu peux pas faire de copier-coller, que ce soit féminin, masculin ou jeune et adulte. Et ça, il faut avoir ses bases. Tu formes ou tu fais ouais, c'est ça, tu crées des modules de formation, c'est ça pour les clubs? Moi, c'est plus les clubs qui m'appellent en disant, regarde, est-ce que tu peux venir former nos entraîneurs du sport-études ou former nos entraîneurs du club ou donner une formation. Nous, souvent, ils m'appellent pour les échauffements. Ils ne savent pas faire des échauffements. Donc l'échauffement, pour eux, c'est le brésilien, ils appellent ça, ils se mettent en ligne à côté du terrain et puis ils font 4 longueurs. Et moi, je leur dis, vous perdez du temps, même dans l'échauffement, mettez du ballon, mettez un aspect tactique. C'est quoi le thème de l'entraînement? Ça, hop, on va l'intégrer dans l'échauffement. Et puis même, pourquoi ils font l'échauffement? Est-ce que c'est juste pour faire courir les joueurs 2 minutes? Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ton échauffement? C'est important. Mais tu sais, c'est ça que l'entraînement brésilien, j'étais au DFCO pendant 4-5 ans de formation. J'ai dû en faire tous les jours 10 minutes presque. Honnêtement. Mais tu vois, tous les jours. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie vraiment parce que
Ok, même juste prendre ton brésilien, mais tu peux le créer d'une façon différente. Tu rajoutes un ballon, tu rajoutes des courses croisées, il y a 1 million de choses à faire. En gardant le même exercice, juste en gardant le même exercice. Tu peux faire un travail de possession en faisant le même exercice de course, avec les mêmes fondamentaux de course, les montées de genoux, ainsi de suite, talons-fesses. Et c'est ça qui m'ennuie, c'est que parce que c'est pas leur domaine, on dit ok, faites votre brésilien et puis on se revoit dans 15 minutes. Et ce 15 minutes-là, tu l'as perdu, tu peux te créer déjà quelque chose, tu peux rajouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est mal fait Qu'est-ce que tu proposerais toi au club amateur justement qui il est plus simple par exemple d'avoir une intervention comme la tienne dans un club à sensibiliser tous les éducateurs plutôt que de mettre en place un pseudo préparateur physique qui va faire courir les joueurs dans... Dépendamment du club, c'est toujours intéressant d'avoir un préparateur physique qui est en charge de tout le club et puis qui puisse aider tous les entraîneurs. Maintenant, c'est une mission impossible quasiment parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans chaque club. Effectivement, la venue d'une personne comme moi ou d'un préparateur physique quelconque qui donne des conseils aux entraîneurs, une fois que tu as donné les bases, c'est parti, tu n'as pas besoin de faire 40 conférences. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu recherches. Là, je prenais l'exemple de l'échauffement parce que c'est ce qui arrive quand même fréquemment. Mais il y en a des dizaines et des dizaines de thèmes que tu peux aborder, suivant les âges, suivant le sexe, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il faut que tu fasses intervenir dans ton club amateur des spécialistes, s'assurant que ça va t'aider au niveau pratique, pas juste présenter, dire voilà, moi je fais ça dans la vie et puis c'est bien. C'est qu'est-ce que je peux vous apporter ? Qu'est-ce que je peux vous apporter ? C'est ça qui est le plus important. Au niveau de la performance, c'est indispensable. Ouais. Et comment tu as vu une évolution, toi, de ton métier, des diplômes maintenant j'ai l'impression que des préparateurs physiques, il y en a partout. Tout le monde a sa structure de préparation athlétique. Alors avec une petite certification, tout le monde se dit préparateur athlétique. Est-ce que tu as vu ce métier évoluer ? Je t'avoue qu'en France, j'ai pas suivi. Moi, ça fait maintenant 10, 11 ans peut-être que je suis parti. Et j'ai pas fait le suivi en France. Je suis revenu seulement 3 fois. Et une seule fois pour le travail, pour faire une conférence avec la Fédération des préparateurs physiques, l'association. Je t'avoue que je sais même plus. Je sais qu'ils ont enlevé cette conférence-là pour qu'elle soit prise par la fédération. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Au Québec, en termes de formation à la préparation physique, il n'y a rien. Ils ont essayé un diplôme à l'INS pendant 2 ans que Johan a fait justement et que le préparateur physique de l'Impact actuel, il sort de là aussi. Moi, j'avais été un des juges là-dedans, mais je trouvais ça trop théorique. Mais au Québec, il y a 0 formation sur la préparation physique. C'est des formations à travailler en tant qu'entraîneur dans les salles de musculation seulement. Ouais. Mais il y a de plus en plus de préparateurs physiques. Il y a pas mal de Français qui arrivent et puis qui rentrent dans les clubs, effectivement. Puis ils vont aller là-dedans parce qu'ils sont en train de professionnaliser les clubs, donc ils vont devoir tous avoir un préparateur physique. Ouais, la reconnaissance des clubs, là. Ouais, c'est ça. Une tournure. Ouais. Et c'est paradoxal dans un continent où la préparation physique prend une grosse place, qu'il n'y ait pas de préparateur physique. Ouais, sauf c'est de la préparation physique, musculation seulement. C'est le bien-être du corps, c'est pas spécifique à une activité. Ouais. C'est ça qu'il y avait au début avec la MLS, c'est que tu avais beaucoup de préparateurs physiques qui étaient des entraîneurs athlétiques, mais qui n'avaient aucune connaissance de l'activité. Donc, ils peuvent très bien faire le basket, le hockey ou le soccer, ils vont faire la même chose. Et c'est là le gros problème, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait un peu de difficulté à démarrer la MLS. Maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. On peut voir que les joueurs sont beaucoup plus spécifiques à leur poste, plus spécifiques à leurs besoins. Qu'avant, c'était plus tous des bûches et puis on allait au duel, quoi. Et là, toi, ton poste là avec le confinement, comment tout est à l'arrêt ? Tu suis les joueurs encore ? Tout est à l'arrêt. Alors, ouais, on a mis en place un système pour suivre les joueurs. Donc, on est en contact avec les joueurs, bien sûr. On essaie d'avoir le suivi, de s'assurer qu'ils ne soient pas malades. Maintenant, ils sont déjà très suivis par les clubs. Donc, on essaie de ne pas non plus nuire aux clubs. On laisse les clubs, ils sont prioritaires, forcément, c'est leurs joueurs.
Donc on fait le suivi, on essaie quand même de voir quand ils s'entraînent. Là, on a vu que le Bayern, par exemple, ils ont fait le premier match hier, donc notre joueur a joué hier. Là. Donc on fait ce suivi-là, mais en même temps, on en profite pour faire des projets qu'on n'a pas le temps de faire pendant les années normales, on va dire, parce qu'on est toujours sur le terrain. Donc on a énormément de choses. Moi, par exemple, là, j'ai créé un manuel sur la préparation physique, en fait, sur le comment maîtriser l'équipe lorsqu'elle arrive en camp. Donc tout ce qu'on fait, tous les protocoles qu'on a mis en place, je suis en train de créer un manuel avec toutes les choses en place, que si toi demain tu viens prendre ma place pour faire les U17, bah, tu as juste à lire le manuel et tout est clair et net. Ouais, on sait comment ça se passe. Ouais, puis on travaille sur beaucoup de projets. Là, actuellement, on travaille sur les profils de joueurs. On veut créer des profils individualisés pour chaque joueur, en partant des U15 jusqu'en senior, faire le suivi sur long terme, en sachant comment on joue, qu'est-ce qu'on a besoin par rapport à notre système de jeu, sachant que ça va changer forcément avec les années. Mais... Ouais, vous formalisez beaucoup, ouais. Finalement, beaucoup de clubs la profitent, de clubs et tout, d'entreprises. On profite tous un peu de ce moment-là pour mettre en place des choses, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Ouais. C'est du temps. On n'a pas le choix. Nous, pour l'instant, on a la chance, c'est que tout le monde est resté en poste. Alors, on va avoir une mise à jour le 4 juin, donc on verra ce qui se passe là. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de matchs internationaux en fin d'année, ça va devenir compliqué pour nous. Maintenant, ouais. Tu vois, on se prépare à ce qu'il y ait une reprise accélérée, on va dire, avec des matchs, peut-être des fenêtres FIFA qui vont se créer sur 10 jours avec 2 ou 3 matchs dans les 10 jours pour rattraper le retard. Donc déjà, on est en train de travailler sur une fenêtre type de 10 jours. Si on joue le vendredi et le mardi, qu'est-ce qui se passe, comment on crée nos séances, qu'est-ce qu'on met dans le contenu, ainsi de suite. On travaille là-dessus, on anticipe en fait, on essaie d'anticiper. Ok. Et comment tu vois l'évolution du football canadien, québécois? Toi, tu y es depuis quand? Tu y es depuis 2009, je crois. 2009, ouais. Ça, moi, je le connais depuis 3 ans. J'ai la sensation que ça bosse bien quand même. Ça bosse bien. Je trouve que ça va super vite. Moi, la première année où j'y étais à l'Impact de Montréal, ils avaient un entraîneur, plus un assistant, un entraîneur de gardien, et c'est tout. Ils avaient une structure très, très, très légère. Maintenant, l'Impact n'est pas la meilleure équipe non plus, mais je regarde les clubs MLS, ils ont des structures vraiment imposantes maintenant. Avec des gros staffs en performance, avec des data scientists, avec 2-3 préparateurs physiques. Ça commence à devenir gros. Les joueurs qui rentrent un peu dans la ligue commencent à devenir gros aussi, donc ça devient quand même très intéressant et le niveau commence à devenir très intéressant, avec une qualité de jeu qui n'est pas encore au niveau européen, mais tu regardes Los Angeles par exemple, qui a été très bon l'année dernière, qui va être encore très bon. C'est agréable d'avoir joué. Atlanta, même chose, c'est agréable d'avoir joué. Alors, il y a le côté un peu latino là-dedans, là, parce que c'est des entraîneurs latinos et des joueurs pas mal latinos, mais non, c'est en train d'exploser, ouais. Ça marche vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Même le soccer amateur, finalement, quand on va là-bas, tout le monde, ça critique beaucoup, ça va pas assez vite. La culture, la fédé. Mais franchement, quand on vient de France, j'ai l'impression que voilà, c'est des gros bosseurs quand même. C'est des gros bosseurs, c'est vraiment bien structuré. Tu as beaucoup de temps de personnel à temps plein dans le club. Tu n'as pas beaucoup de bénévolat dans les clubs. Hein. Tout le monde travaille et tout le monde fait de l'argent. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ceux qui sont à temps partiel, ils mettent des heures et du temps là-dedans. Donc, ils font leur formation parce que c'est devenu obligatoire. Donc, ouais, les clubs, c'est impressionnant. C'est vraiment structuré. Alors, moi, je l'ai vécu en France il y a longtemps, donc je ne me souviens plus trop. Mais effectivement, c'est ça qui m'a épaté quand je suis arrivé. C'est de voir les clubs avec 2000, 4000 adhérents des fois. Et puis, c'est simple, c'est clair, c'est net. Il n'y a aucun problème. Tout est bien organisé. Ouais, ouais, c'est des usines, hein. C'est des entreprises. Ouais, tu connais le Celtics, là, c'est une entreprise qui est super bien préparée, super bien huilée, ouais. Ouais, c'est vraiment un monde complètement différent. Je pense qu'il y a pas mal de choses à ramener, alors pas tout, mais au niveau structurel, plus que technique, parce que c'est sûr qu'en Europe, on est en avance, mais au niveau structurel, il y a quand même des belles choses à ramener en Europe.
Il y a des belles choses. Après, le problème, c'est qu'ici, ils mettent beaucoup de moyens. Les familles mettent beaucoup de moyens pour les enfants. Les clubs mettent beaucoup de moyens aussi. C'est quand tu vois que dans ton club, tu as 4-5 salariés qui sont à 50 000 $ par année. Faut que l'argent y rentre. Et les parents, ils sont prêts à payer pour leurs jeunes. Donc, et puis, ça coûte cher parce qu'il faut payer les terrains qui sont couverts. C'est des locations. Ça coûte super cher à l'heure. Puis tu les vois, ils font des voyages aux États-Unis, ils font des voyages en Europe. Les parents, et ça aussi c'est dans la culture américaine, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le sport de leur enfant. Dans le sport. Ouais. Puis parce que le football américain ça coûte super cher, le hockey ça coûte super cher, donc le soccer ils se sont dit ça dérange pas que ça coûte super cher, même s'il n'y a pas le même matériel à acheter. C'est fou les prix là quand tu regardes ça, c'est ouf. C'est un gros budget. Hein. Ouais. Et toi, pas attiré par un retour en Europe? T'es bien là-bas? Oui, je suis bien là-bas. Pas attiré par un retour en Europe, ça dépend des conditions, on va dire. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, non, pas forcément, parce que j'étais parti un peu de l'Europe pour certaines raisons aussi, donc pas forcément envie de revenir dans le même environnement. Maintenant, je t'avoue que si Monaco m'appelle, je vais réfléchir rapidement. Mais non, après, il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons pour que j'aille en Europe, dans le sens où je ne suis pas connu là-bas. Donc, ça marche par des relations, ça marche par les contacts et les rencontres que tu fais. Maintenant, les rencontres en Europe, j'en fais plus beaucoup, malheureusement. Donc, non, moi, je suis bien là où je suis. Avec Canada, on a un gros projet, donc c'est beaucoup de travail, c'est super intéressant parce que là, encore une fois, on part quasiment de zéro. Parce que quand je suis arrivé dans le programme, il n'y avait aucune trace de ce qui s'était fait avant. Donc, découvrir tous les joueurs, découvrir le système, puis la chance de pouvoir créer tout ce qu'on veut créer, en fait. Tout ce qu'on pense qui peut nous amener plus loin à la prochaine étape. Donc, tu as le temps de faire les choses? Tu as le sentiment d'avoir le temps de créer? Oui, déjà, mon boss, là, celui qui s'occupe des filles, a déjà mis beaucoup de choses en place. Et lui, ça fait 7 ans qu'il est avec les féminines. Donc, tous les côtés Jeux Olympiques, préparation de JO, préparation de Coupe du Monde, il est pointu là-dessus. Donc, moi, je découvre, hein, je suis un débutant par rapport à ce que lui me proposait au départ. Moi, j'apporte plus mon côté technique et connaissance sur le terrain, on va dire. Mais lui, c'est un vrai scientifique. Et donc, du coup, quand je suis pas en camp, ce qui est quand même... L'année dernière, je pense que j'étais 120 jours à l'extérieur. Donc, ça me reste quand même pas mal de jours à la maison pour travailler. Donc, quand on est à la maison, ça donne beaucoup de temps pour travailler sur des nouveaux projets. Ouais. Bon. Beau job, beau parcours. Ouais, je ne suis pas à plaindre, on va dire. Non, j'ai été chanceux de rencontrer les bonnes personnes et puis de prendre des décisions au bon moment. C'est des décisions qui ont été prises au bon moment et avoir eu la chance de croiser des bonnes personnes qui ont eu confiance en moi et puis après avec qui je leur ai donné beaucoup en retour parce que je t'avoue que dans les 10 dernières années, j'ai jamais arrêté, on va dire. Jamais eu de pause. C'est peut-être ma première pause que j'ai en ce moment-là. Tu sais, quand on parlait à Johan, t'as un peu un parcours similaire à Johan, pas dans ce que vous faites, hein, mais c'est vraiment un peu le même parcours, des bonnes personnes au bon moment, et aussi un gros travail, hein, bien sûr, mais c'est un parcours un peu similaire, je trouve. Quand tu parles et quand on avait Johan à ta place, c'est assez, ça se ressemble aussi. Ouais, lui, il a fait la même chose que moi en 2 ans de décalage, 2 ans plus tard, mais effectivement, quand je l'avais rencontré, il était venu au Québec pour voir un petit peu comment ça se passait. Ça avait bien accroché. Donc, à partir du moment où tu travailles bien et puis que tu as des convictions et que tu es capable de les présenter comme il faut, comme il est, là, tu as vu tu connais Johan maintenant un peu. Moi, c'est sûr que j'avais voulu le faire venir à l'académie. On a eu une petite difficulté au début, mais ça s'est arrangé. Et après, lui, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour progresser. Et puis, encore une fois, il a pris les bonnes décisions. Je me souviens quand Cincinnati l'a appelé. Là. Et, moi, j'étais avec l'Impact en camp d'entraînement à Tampa Bay, je crois. Et on a passé la nuit à discuter. Et c'était le même exemple. Je dis, regarde, moi, j'ai fait la même chose. J'ai pris le pas et puis je suis passé à autre chose.
ça m'a aidé. Donc, faut pas que tu te gênes, faut pas que tu te freines par rapport à ça. C'est que des bonnes expériences, donc ça va te faire avancer. Faut avoir la niaque quand même de partir. C'est une compétence d'être capable de lâcher quelque chose et de se dire je vais tenter l'aventure quand même. C'est une compétence et en même temps, je pense que ça doit être une de nos qualités en tant qu'entraîneur. Tu peux pas être entraîneur ou préparateur physique, peu importe, mais dans le milieu du foot, tu peux pas progresser si tu n'acceptes pas de sortir de ta zone de confort. Après, tu peux très bien faire une carrière et rester toujours dans la même chose. J'aurais très bien pu rester à l'Académie de l'Impact et puis rester préparateur physique de l'Académie et puis faire 20 ans la même chose à peu près. Juste progresser avec mes nouvelles technologies et puis mes nouvelles idées. Mais si tu veux aller plus loin ou si tu veux vivre de nouvelles expériences, à un moment donné, il faut que tu t'acceptes de sortir de ta zone de confort. Il faut que tu acceptes de aller ailleurs, de prendre des risques. Ouais. Donc, moi, Canada, c'est un bon exemple. Je parlais quasiment pas anglais il y a 2 ans. Et tout est en anglais. Donc, quand ils m'ont appelé, je dis OK, ça va, on y va. Je suis arrivé en France. La première réunion, je n'ai pas compris un mot de ce qui se passait. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais par le travail et puis par mon expertise sur le terrain, j'ai réussi à me faire intégrer dans le staff et puis ils ont accepté que de temps en temps, je suis en difficulté au niveau de l'anglais. Ouais. Et puis, mais c'était super dur, hein. Je te raconte pas, les premières réunions en Zoom comme on est là, avec 10 gars qui te parlent en anglais avec des accents différents parce que notre chef il vient d'Angleterre, l'autre il vient de Nouvelle-Zélande, l'autre il vient d'Irlande. C'est chaud, mais si tu passes pas le cap, si tu fais pas le pas vers l'avant, comme tu dis, tu peux pas aller plus loin, quoi. C'est toujours de nouvelles compétences, de nouvelles expériences. Ouais. Et je pense que nous, malheureusement, en France, c'est ça qui nous limite un petit peu. Et puis même moi, c'était comme ça au début. C'est le problème de la langue. On n'est pas assez bon en anglais. On n'est pas assez bien formé, je trouve, en anglais là, en France. Donc, c'est un gros frein, malheureusement. Mais il faut se dire, une fois que tu es là-bas, regarde, ça va vite, on apprend vite. C'est marrant de t'entendre, du coup, après Johan, mais nous, dans nos programmes avec Pierre, ce qu'on crée avec Étape Sport, c'est la possibilité aussi pour les jeunes d'aller au Canada sur des immersions courtes ou longues, sur le temps d'un PVT par exemple. Ouais. Et c'est marrant quand on fait un showcase dans la salle, quand on fait la présentation, ils sont tous chauds, ils sont tous partants, ils ont tous envie d'y aller. Et puis quand on commence à en sélectionner 3-4 à la fin, eh bien, on se rend compte que ça commence à être difficile parce qu'ils pensent que va falloir partir. Et puis au final, quand il y en a un qui part, c'est bien. Souvent, tous. Je comprends. Ce manque de... C'est peut-être pas un manque d'ambition, mais la peur de l'inconnu, la peur de... Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal. Ouais, après, regarde, moi, mon exemple, peur de l'inconnu, je l'avais pas trop parce que ça me dérangeait pas de laisser ce qu'il y avait en France à ce moment-là, tu vois. J'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, entre guillemets, et j'avais besoin de changement. Et après, c'est sûr que quand tu vis dans une zone de confort où tu es à l'aise, tu es bien et tu n'as pas de raison de partir, oui, effectivement, c'est plus délicat. Hein. Mais puis c'est pas palpable au début pour eux. Des garçons qui sont nés en France, qui ont toujours vécu peut-être dans la même ville, même dans la même région. Quand on leur parle de ça, c'est beau au départ, et puis ils se rendent compte que finalement, c'est loin, c'est des risques, et donc c'est dur. Mais la solution, moi je pense, c'est avant de prendre le risque de partir pour de bon, c'est d'aller faire un petit séjour. Et puis moi, c'est ce qui est arrivé, hein. Je suis allé faire un premier séjour 3 mois pour faire mon stage. Ça s'est passé tellement bien que le président du club où j'étais, il a déchiré mon billet d'avion, il m'a donné $1000, il m'a dit tu restes un mois de plus. Je suis resté 4 mois. Je suis revenu, je suis reparti 3 mois parce que les gars me manquaient. Je suis revenu, puis après j'ai dit regarde, j'ai pris des décisions, j'ai dit à ma famille je m'en vais, bye, je pars pendant 1 an et puis si tout va bien, je reste là-bas. Mais il faut aller, comme tu as fait aux États-Unis avec tes études, faut y aller, faut aller jeter un coup d'œil, voir si ça plaît, et si ça plaît, pourquoi pas rester, quoi. Ouais, des beaux messages pour les jeunes, pour ceux qui veulent se lancer. Et puis, on sait très bien que la professionnalisation du sport en France, elle est compliquée.
c'est aussi pour ça qu'on crée ces ponts avec l'Amérique du Nord, parce qu'on sait que si tu es un vrai passionné de sport, d'encadrement, de préparation athlétique ou autre, et ben, si tu veux en faire ton métier, en France, ce sera compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais ce sera beaucoup plus compliqué qu'en Amérique du Nord. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'aller voir ce qui se passe là-bas. Pas pour tout le monde, on sélectionne, mais quand il y a des bons profils, voilà, vous êtes des bons exemples. On sait que voilà, peut y avoir des bonnes réussites. Comme David Sauvry aussi. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein qui même chose. Ouais, ils sont venus quelques temps et puis ils sont restés. Ouais. Donc, après, au pire, tu fais l'essai et ça marche pas. Ben, tu reviens où tu en étais. Il n'y a rien de mal à ça. Exactement. Il n'y a rien à perdre. Ouais. Bon, Yannick, merci beaucoup d'avoir merci à vous deux. Et puis, toujours à Montréal à côté, à Chambly. Je me suis rapproché de Saint-Jean. Ouais, d'accord. Ah oui, tu es proche de Saint-Jean. Ouais, je suis à côté des copains maintenant. Ouais. Ok. Bon, quand on se fera une petite immersion courte, j'espère qu'on se verra. Ouais, vous serez les bienvenus à la maison. Avec plaisir. Ça marche. Bon, Yannick, merci beaucoup. Merci à vous. Super. Un plaisir. Merci. Bon courage à toi pour la suite. Merci bien. Et à bientôt. À bientôt. Allez. Bye bye. Ciao. Au revoir.